Pour la première fois dans l'histoire récente du Mali, une année entière est dédiée à la culture avec toutes ses composantes. À travers cette décision, les autorités de la transition entendent faire de ce secteur un pilier de développement du nouveau Mali. Comment atteindre cet idéal? Quelle est l'ampleur du chantier au regard des enjeux et des défis du secteur? Que faut-il mettre en place pour faire de notre culture un véritable moteur de croissance? Culture, comment en faire un instrument de développement? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Pour la 5e année consécutive, Entreprendre s'invite chez vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Culture, comment en faire un instrument de développement? C'est le titre de ce premier numéro de cette nouvelle saison. Mais avant d'en parler, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Entrepreneur culturel et social, Fousseni Diakité est le fondateur et président du groupe Walaha. Cette entreprise culturelle créée en 2008 allie l'économie numérique et la culture dans le but d'impacter socialement et économiquement les jeunes. Le Malien d'une quarantaine d'années est à l'origine de plusieurs autres projets, le festival Agna, qui est l'association du festival Ciné Ado et du festival Au Désert, l'université de vacances organisée par son incubateur LabTap ou encore Walaha Web TV. M. Diakité travaille régulièrement avec les pouvoirs publics et les institutions privées. À ce titre, en 2020, l'économiste de formation a réalisé une étude sur l'impact de la Covid-19 sur le secteur de la culture pour le compte du ministère de tutelle. Plus récemment, il a travaillé à la création et à la mise en œuvre d'un programme de développement local et inclusif combinant le numérique et la culture dénommé Programme Marketing Territorial Mali. À cela s'ajoute sa participation active à des événements majeurs à l'image de Ségou Art, Festival sur le Niger et du projet PECAM de l'UNICEF. Plasticien, designer autodidacte et consultant en stratégie de communication sur les nouveaux médias, Fousseni Diakité n'hésite pas à partager son expérience au plan national et international. Cette année, lors de la 29e édition du FESPACO, il sera président du jury des films d'école. Membre actif de plusieurs organisations professionnelles, M. Diakité est actuellement le président du réseau Kourouni, qui est un collectif des centres et complexes culturels. Avant cela, il a été durant 5 ans le responsable du réseau KIA, Arterial Network au Mali. Au regard de ses nombreuses actions en faveur de la culture dans sa globalité, FD a reçu plusieurs distinctions ces dernières années. On peut notamment citer le prix du marché national des arts plastiques obtenu en 2002, le prix de meilleur jeune entrepreneur culturel au Mali Awards 2019 et celui de l'homme de culture du TAC 2021. Marié et père de 5 enfants, Fousseni Diakité, président du groupe Walaha, est l'invité principal de Entreprendre. J'ai le plaisir de recevoir Fousseni Diakité, président du groupe Walaha, par ailleurs initiateur du festival Agna. Monsieur Diakité, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'Entreprendre. Merci beaucoup à Théma et bonne année à tous les téléspectateurs. Merci et pareillement à vous. Vous êtes un entrepreneur culturel aux multiples facettes. Oui, je me découvre là à travers le reportage. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pu piocher les images et tout ça. C'est assez intimidant pour moi-même déjà. Oui, je suis entrepreneur social, entrepreneur culturel. C'est un chemin que j'ai choisi parce que je pense que c'est à travers ça qu'on peut apporter beaucoup de choses. D'abord pour les besoins d'abord de notre cher pays qui est le Mali justement, et on continue à croire, nous acteurs culturels, que l'une des portes de sortie pour notre pays c'est justement cette culture là. Si on arrive à rallier culture avec qui va de soi directement avec l'économie,
Et il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas au bout de tous les petits problèmes qui miment notre société. Alors quand je parle de vous en tant qu'entrepreneur aux multiples facettes, je vais simplement dire que vous êtes dans quasiment tous les secteurs, en tout cas où on retrouve les jeunes dans le secteur de la culture. Vous avez une web TV qui fait la promotion de la culture, vous avez un festival. D'abord, le Walaha avait son festival qui s'appelait Cinéado, du cinéma porté au dos, avec tout son sens, ça veut dire du cinéma fait avec peu de moyens et du cinéma itinérant. Donc c'est là qu'on a vu qu'il y avait le festival, un festival mythique quand même, qui est le festival Désert, organisé par Mani Ansar à l'époque. Et avec la crise malienne, le festival n'arrivait plus à se faire au nord. Et nous, puisque Walaha, on est beaucoup dans les actions, surtout sociales, et tout ce qui est cohésion sociale et tout. Et on a vu une opportunité de nous jumeler avec ce festival-là pour créer un nouveau genre d'événement justement qu'on a appelé ACNAN, qui veut dire culture en vieux tamashek. C'était à la fois une occasion pour nous de travailler sur le cinéma, parce que le festival Cinéado, c'est le cinéma, la production cinématographique, la formation sur toute la chaîne de valeur de l'industrie cinématographique. Mais on a vu une occasion de se mettre avec ce festival, qui va nous permettre de toucher à un autre problème que le Mali vit au jour d'aujourd'hui depuis plus de 10 ans maintenant, qui est le problème de crise en fait. Donc le fait de faire venir les communautés du Nord, du centre à Koulikoro, ça a créé justement ce brassage-là, et on a beaucoup contribué à ces cohésions sociales-là. Et les études l'ont montré, grâce à, sans aucune prétention, grâce à ce festival-là, il y a beaucoup de gens qui ont changé de mentalité concernant notre communauté du Nord. Parce que le plus grand problème de notre société, c'est que les Maliens, on ne se connaît pas, on ne se connaît toujours pas. Je vous invite à regarder ce grand angle qui va nous permettre de revenir sur les états généraux de la culture qui se sont tenus les 9, 10 et 11 janvier au CICB. Cela a permis de passer en revue les forces et faiblesses du secteur et de proposer bien sûr des pistes de solutions. Suivons ce grand angle. Dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali. 9 jours après que le président de la transition a décrété 2025, année de la culture, les états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme ont été lancés au Centre international de conférence de Bamako en présence du Premier ministre. Cet engagement historique et inédit du gouvernement de la transition, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée et président de la transition chef de l'État, Assimi Goïta, vise à stimuler la création artistique et culturelle, à promouvoir les industries culturelles et créatives comme levier du développement socio-culturel et économique de notre pays. Durant 3 jours, les participants répartis en 12 groupes thématiques de travail ont échangé sur les enjeux, les défis et les opportunités de la culture dans sa globalité. Nous avons 12 commissions de travail qui vont travailler pendant 3 jours pour sortir des éléments essentiels pour asseoir l'entente, la paix, mais aussi le développement, parce que la culture, c'est une industrie. Des arts visuels aux arts de la scène, en passant par l'édition, le patrimoine, le tourisme ou encore l'industrie hôtelière, les différents acteurs ont échangé à bâton rompu sur les mots qui minent le secteur avant de faire des recommandations. Quand nous parlons de nos problèmes, généralement, le premier problème que nous parlons, tous les artisans vont vous parler des problèmes de financement. Deuxième problème, ils vont vous parler de la formation. Troisième problème, ils vont vous parler du foncier. Quatrième problème, ils vont vous parler de la formalisation, dont on a l'habitude de dire les 4 F. Donc, ça c'est à l'endroit des artisans. Mais à l'endroit des structures d'appui, il nous manque des cadres qualifiés. Et nous avons constaté que ces 30-40 dernières années, la culture au Mali a été financée soit par la coopération décentralisée, la coopération bilatérale ou la coopération multilatérale, Union européenne, OIF, etc., etc. Donc faire en sorte que nous puissions avoir des moyens en place ici, c'est déjà le premier pas. Pour le réalisateur Souleymane Sissé, seule la mise en place d'une industrie culturelle permettrait d'avoir une vraie chaîne de valeur. Il faut qu'on se dise que l'industrie culturelle est indispensable dans tous les domaines. Par exemple, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, l'industrie du théâtre.
tout ce qu'on peut penser, il faut que ça soit une industrie. Il faut que l'État comprenne cela et qu'il soit soutenu dans ce domaine-là. Sinon, ça ne servira à rien de se réunir. Vu que cette année est dédiée à la culture, certains militent pour que le budget alloué au secteur culturel soit augmenté. Si le budget du ministère de la Culture pouvait être augmenté à 1% déjà, parce que nous sommes à 0,43% du budget national. Déjà, si nous obtenons 1%, ça serait quelque chose de magnifique. Et ensuite aussi, nous pourrons avoir tout au long de l'année certaines manifestations qui peuvent être mises sous le patronage du président de la République et que cette signature correspond à un certain montant qui pourrait être en ce moment octroyé aux différentes manifestations qui auront le label président de la République. À l'issue de ces assises, de nombreuses recommandations ont été formulées pour faire de notre culture un vecteur de paix, de cohésion et de développement socio-économique. Du point de vue cinématographique, 2025 commence bien pour le pays. Pour la première fois de son histoire, le Mali va participer à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, avec 11 films, dont 2 pour l'Étalon d'or. Faut-il y voir un retour à l'âge d'or du 7e art malien? Fousseni Diakité, avant de revenir sur les états généraux de la culture, l'année 2025 a été est dédiée à la culture. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui êtes un entrepreneur social qui évolue dans le secteur de la culture? Si je peux me permettre, je vais dire yes, enfin. Enfin, d'abord, je remercie le président de la République d'avoir pris cette décision-là. Et ce qui ça nous inspire, nous, en fait, je pense que le président, lui, l'a dit, parce que tous les Maliens, on a été d'accord qu'on veut un nouveau Mali. On veut des Maliens croix. Je ne pense pas qu'on peut créer de nouveaux citoyens sans leur culture. Il faut qu'on revienne à nos savoirs endogènes et tout ça, interroger cette culture-là et voir ce qu'on peut prendre dedans pour créer ces nouveaux Maliens-là. Maintenant, ce que ça m'inspire en tant qu'entrepreneur culturel, et je pense que le président a ouvert une porte, en fait. Maintenant, c'est à nous, acteurs culturels, artistes et tout, de prendre ce bâton-là pour aller expliquer à qui veut l'entendre c'est quoi réellement la culture, qu'est-ce que la culture peut apporter dans toute la chaîne de valeur pour la construction d'un pays. Et je pense que sous le leadership de notre nouveau ministre de la Culture, il n'y a pas de raison qu'on ne va pas arriver à faire comprendre à tout le monde l'importance de cette culture-là. Lui, il a pris son bâton de pèlerin depuis quelques années pour sensibiliser les gens sur son secteur, le tourisme. J'ai le plaisir de recevoir le directeur général de Mali Tourisme, M. Sidi Keita. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est le bien. Alors, on parle de l'Agence pour la promotion du tourisme, Mali Tourisme. Maintenant, c'est quoi la nuance déjà? Si vous pouvez brièvement nous repréciser un peu cette nuance. Merci beaucoup, mais je pense qu'il s'agit d'une même structure. L'Agence de promotion touristique du Mali, pour faire bref, on a jugé nécessaire qu'il fallait peut-être juste donner un nom commercial qui se trouve être Mali Tourisme. Donc, c'est un peu pour mieux orienter en termes de référencement, parce que quand on dit APTM ou quand on dit Agence pour la promotion du tourisme, du point de vue marketing, c'est un peu exactement une expression assez longue. Donc Mali Tourisme oriente déjà vers le secteur d'activité et c'est aussi un nom beaucoup plus attrayant. J'ai le plaisir de recevoir et de présenter notre troisième et dernier invité. Il s'agit de M. Mohamed Doumbia. Il est le directeur exécutif du Fonds africain pour la culture. M. Doumbia, merci d'avoir accepté notre invitation également. Je ne l'ai pas précisé, vous êtes ingénieur culturel, vous avez encadré, formé plusieurs acteurs de la culture en Afrique de l'Ouest, dans pas moins de 16 pays d'Afrique de l'Ouest. Vous êtes expert et formateur agréé en gestion financière et levée de fonds dans le secteur des industries culturelles et créatives. Est-ce que vous pouvez brièvement nous représenter un peu la structure à laquelle vous appartenez, qui a une très bonne réputation, d'après ce que j'ai cru comprendre, en termes de financement des acteurs? Merci beaucoup. C'est un plaisir quand même d'être là avec vous. Alors, le Fonds africain pour la culture et le Fonds Maya, qui est un consortium aujourd'hui, qui travaille depuis 12 ans à financer le secteur culturel et créatif africain et national.
national à travers le programme Fonds Maya et africain à travers le programme le Fonds africain. Donc c'est vraiment une initiative des acteurs, des artistes du continent et du Mali, et notamment le réseau qui à l'époque, quand le ministre actuel était quand même le président du réseau qui ont lancé en fait cette initiative. Donc comment nous-mêmes en tant qu'acteurs culturels on peut se donner la main, faire de sorte de créer de nouveaux mécanismes qui s'adaptent mieux à notre secteur, d'autant plus que nous avons des difficultés à lever des financements auprès des banques. Donc c'était vraiment de donner un mécanisme innovant et créatif aux acteurs culturels. Donc c'est ce qui a été fait depuis 12 ans. Et le secteur est financé par ces deux organisations. Et je vais donner quelques chiffres par rapport au Fonds africain et aussi au Fonds Maya. Alors le Fonds africain, lui, il a été créé, lancé en 2018 et il a pu financer au jour d'aujourd'hui plus de 500 projets pour ces 5 premières années à hauteur de 5 millions de dollars à travers toutes les régions du continent, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord jusqu'au Cap en Afrique du Sud. Donc aussi le Fonds Maya qui a fêté ses 10 ans en 2022 et a accompagné plus de 3 000 à 3 500 acteurs culturels et entreprises culturelles du pays. Donc, plus de 3 000 du pays en 10 ans. Et justement, vous allez nous expliquer dans quelques instants comment vous procédez justement pour accompagner ces différents acteurs. On va beaucoup parler de financement parce que comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure dans le Grand Angle, la question de formation et surtout du financement est revenue. Mais monsieur Keita, on va pas, je sais que vous êtes bien entendu heureux que cette année soit consacrée à la culture, mais comment justement les états généraux se sont déroulés? Je sais que vous avez pris une part vraiment active. Je sais qu'il y avait 12 commissions. Comment c'était organisé? Merci beaucoup. Les états généraux ont mobilisé pratiquement toutes les parties prenantes. C'était à peu près 16 commissions, 16 groupes de travail et qui étaient articulés autour de certaines thématiques. Donc il y avait bien sûr des aspects liés au patrimoine, à l'artisanat et également au tourisme. Donc ces aspects, justement, ont consisté peut-être juste à faire un état des lieux de la situation de l'ensemble des 3 secteurs. Et sur la base de cet état des lieux, les acteurs ont formulé un certain nombre de recommandations. Donc c'était vraiment des débats assez enrichissants. Comme je le disais, il y a toutes les parties prenantes qui ont répondu à l'appel. Et aujourd'hui, je pense que les différentes recommandations formulées à l'issue... On va parler de recommandations à la seconde partie. Voilà, donc c'est important. Donc, comme je le disais, ce qu'il faut retenir en termes d'organisation est qu'aujourd'hui, il fallait que l'ensemble des acteurs se parlent et qu'on puisse être au même niveau d'information en ce qui concerne la problématique, en ce qui concerne les difficultés, mais également avoir une vision prospective sur notre secteur, sur le secteur du tourisme, sur le secteur de la culture, mais également le secteur de l'artisanat. Donc je pense que c'est une dynamique plutôt positive et c'est un début. Et je pense aussi que nous allons pouvoir y arriver, Inch'Allah. Monsieur Diakité, vous étiez bien entendu vraiment au centre aussi de ces activités. Vous pouvez nous rappeler la commission à laquelle vous avez appartenu et qu'est-ce qu'on peut justement, quel état des lieux peut-on faire au niveau de votre commission exactement? Oui, je faisais partie de la commission cinéma audiovisuel justement et on a aussi travaillé comme tous les autres groupes. Vous avez dit 12 groupes, on allait jusqu'à 14 groupes à la fin. 14 groupes 14 groupes à la fin. Et comment l'expliquer? 16 même oui. C'était 16. Okay. Moi, je me suis limité à 14, vous voyez. Donc ça montre justement le dynamisme de ces états généraux-là. C'est pour une fois en fait, quelque chose a été mis en place où on n'a pas tenu compte des protocoles. Par exemple, il y a des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas été invités. Il suffisait de les appeler au téléphone pour qu'ils soient acceptés dans les groupes. Donc c'était vraiment ouvert à tout le monde pour qu'on puisse vraiment mettre en place des diagnostics en fait. Donc en cinéma, nous on a surtout travaillé sur comment relancer surtout ce secteur-là. Voilà, comment relancer ce secteur. Et d'habitude, quand on fait des rencontres de ce genre, on se retrouve avec 10 000 recommandations. Et, je pense qu'on a reçu des documents venant même du ministre même, qui dit qu'il faut limiter les recommandations. Donc nous, notre recommandation a été
une seule chose qu'on a dite, on dit qu'on va créer, on va trouver un nom local plus tard, mais on va créer un Mandenwood ou bien un Maliwood, voilà, qui va être décliné maintenant en formation, en recherche de financement, en production et en valorisation de nos patrimoines culturels, etc. et tout, et créer vraiment une économie à partir du cinéma, parce que le 7e art est par excellence la discipline qui regroupe toutes les autres disciplines artistiques. Donc à partir de ça, on va vraiment donner un nouveau souffle justement au secteur économiquement au secteur de la culture au Mali. On va justement parler tout à l'heure du cinéma africain, du cinéma malien qui, dit-on, a connu son âge d'or au niveau, lors des années 70-80. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ce cinéma-là est devancé par certains qui étaient hier derrière. Mais avant, Monsieur Doumbia, au niveau de votre commission, si je me trompe, arrêtez-moi, vous étiez dans la commission qui parlait de finances, d'accès au financement, et c'était une commission, j'imagine, qui était très animée parce que ce qu'on a pu remarquer, en tout cas nos reporters quand ils sont partis, c'est que toutes les différentes commissions qui ont été mises en place ont toutes évoqué l'aspect finance. Monsieur Doumbia. Merci beaucoup. Alors, moi, je présidais la commission finance et accès au marché, deux choses intimement liées. Alors, comme vous le dites bien, le financement, elle est vraiment transversale par rapport à l'ensemble du secteur culturel, avec grand C, bien entendu. Donc, nous avons pris vraiment plaisir à y travailler. Mais comme pour le dire, c'est tout d'abord vraiment en attendant cette nouvelle, nous en tant que fonds africain, et cette nouvelle annonce du président de la culture de faire l'année 2025, l'année de la culture, ça nous a fait un grand boom, parce que c'est vraiment un boulevard, une grande opportunité qui est ouverte au secteur, et je pense qu'il faut la saisir, tenir cette perche. Donc nous étions vraiment très enthousiastes à travailler dans cette commission, et nous avons vraiment eu à travailler sur des propositions vraiment assez concrètes, comme le président l'a dit. Et l'une des grandes vraiment résolutions prises, c'est vraiment de travailler à mettre en place un plan Marshall qu'on appelle le plan Mamadinga, qui réellement pensait, qui va réellement essayer d'avoir des mécanismes, vraiment de mettre en place des mécanismes innovants et de mobilisation de ressources, surtout à travers plusieurs mécanismes sur le secteur qui sont possibles, que ce soit à travers les droits d'auteur, que ce soit à travers le secteur privé, et que ce soit à travers le dynamisme, l'innovation, la créativité des acteurs, vraiment pour faire de sorte qu'on ait un secteur de plus en plus professionnel, créatif, mais surtout de travailler à la réduction d'un certain nombre de défis qui sont le défi de la structuration du secteur, le défi de la formation des entrepreneurs eux-mêmes et des acteurs culturels, mais surtout travailler de sorte qu'on puisse quitter cette pensée folklorique de la culture, qu'il y a un dynamisme économique qui est là, qu'il faut valoriser à travers une agence de promotion des ICC, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des résolutions fortes, nous ça nous réconforte, et nous invitons franchement tous les pays africains à aller en fait vers cette dynamique d'année de la culture qui peut vraiment projeter le secteur globalement. Voilà, sur le plan financement, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé à ces états généraux, il faut le dire quand même, parce qu'on est taxé souvent que c'est la culture qui vient toujours demander de l'argent, qu'il n'y a pas de retour. Bon, puisque c'est notre année, on va leur expliquer d'ailleurs qu'il y a un retour toujours. Mais les états généraux, on travaille surtout sur ce que chaque secteur peut apporter au gouvernement. Donc en termes de devises, en termes de recettes fiscales, c'est ça que vous voulez dire. En termes de propositions même, de mécanismes, on a proposé des mécanismes qui font de sorte que des manières de mettre des contributions dans le système de consommation globale, le système de production globale qui peuvent servir vraiment les structures dont on a demandé le financement de ce plan Marshall, le financement de ce que nous avons demandé de créer. Nous ne demandons pas forcément à l'État, mais nous réfléchissons, proposer des solutions qui peuvent nous permettre de lever des ressources pour financer ces initiatives. Messieurs, je me permets de vous titiller avec cette question. Nous sommes au XXIe siècle, le Mali a une culture millénaire, et c'est seulement maintenant qu'on pense à structurer le secteur de telle sorte que le gouvernement, l'État ait des devises. Monsieur Keita, je vous vois sourire. Non, moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et certainement par le passé, même si les enjeux
avait été appréhendé, peut-être que ce n'était pas avec une certaine diligence. Et je pense qu'il y a une remise en cause parce qu'il y a une prise de conscience à un certain niveau pour dire que si on ne fait rien, on va tout perdre. Et cette prise de conscience a amené les plus hautes autorités justement à déclarer cette année de la culture. Mais au-delà, c'est véritablement pour aller vers un Mali nouveau, comme cela avait été rappelé. Donc aujourd'hui, nous voulons une renaissance culturelle. Et cette renaissance culturelle-là, cela va de soi que cela puisse véritablement engager toutes les parties prenantes. Et je pense aussi qu'il faut rappeler qu'il y a eu d'autres initiatives par le passé qui ont été mises en place. Il y a des politiques culturelles qui ont été mises en place. Quel résultat, j'ai envie de vous dire? Exactement, oui, mais aujourd'hui, je pense que, certes, même si les résultats sont mitigés, il est important que nous puissions aller sur une nouvelle base. Et c'est cette nouvelle base qui doit pouvoir dessiner le Mali de demain. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Messieurs, je vous invite à regarder cette première infographie qui va nous permettre donc de voir si on peut redessiner le Mali de demain, pour reprendre votre expression, Monsieur Keita, à travers ce secteur, le secteur de l'artisanat. Là, dans cette infographie, on parle bien entendu de l'Afrique de façon générale, de l'industrie de la mode et du textile qui en 2020 représentait 19 000 milliards de francs CFA. Et ça, c'est selon les données de l'UNESCO. L'UNESCO qui a fait la première et la seule enquête à ce jour sur le secteur de la mode. Donc l'UNESCO qui nous révèle que les 19 000 milliards de francs CFA sont en croissance donc chaque année, et même là on parle de données qui sont, messieurs, qui sont bien entendu sous-estimées quand il s'agit tout de ce genre de données. L'industrie de la mode et du textile, c'est le deuxième secteur en Afrique le plus important après celui de l'agriculture, messieurs. Oui, en fait, ça, et je pense qu'on le sait en fait déjà, parce que l'économie, par exemple, quand on prend le secteur de l'automobile, qui est quand même une économie forte, mais mondialement, la culture est devant tout ce qui est automobile et tout ça. Donc, mais justement, le problème, justement, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure au reportage d'introduction, il y a souvent des études qui sont faites sur l'apport de la culture, même dans les PIB des pays. Mais les études ne sont jamais vraiment faites de façon, comment dire ça, fidèle. Par exemple, la dernière étude qu'on a faite au Mali, et il est ressorti que la culture apporte presque 2% au PIB malien. Mais nous, en tant qu'acteurs culturels, on a vu que c'est vraiment une étude qui est au-deçà, vraiment au-deçà de la réalité. J'aimerais effectivement revenir aussi surtout sur le fait que cette méconnaissance du secteur culturel, parce que vous avez dit ça fait plusieurs années, c'est maintenant qu'on s'en rend compte, mais il se trouve que le secteur culturel est très méconnu par généralement les décideurs eux-mêmes, et donc cette fois-ci c'est une vraie opportunité pour le secteur, et c'est cette méconnaissance qui a beaucoup joué, parce que quand on dit culture grand C, quand vous regardez, c'est quoi? C'est l'artisanat et le tourisme. Elle représente, et le secteur culturel, il représente peut-être 60 à 70% de l'emploi, en fait, et de la masse quand même. Donc elle est importante dans l'économie. Mais elles sont très généralement au niveau des études évaluées de manière séparative. Donc elles sont sensiblement très liées. Donc ce qui fait que c'est hyper important. Et dans les années 2007, comme vous le faites, une étude au Mali a montré que le secteur culturel apporte plus au PIB que le secteur bancaire. Donc qui a permis de mettre même en place un certain nombre de projets, le projet source de croissance, qui a permis de financer énormément, parce que le tourisme était le deuxième le secteur porteur du pays. Donc en termes de devises, dans les années de 2000 jusqu'à la crise en 2012, vous ne pourrez imaginer la devise que le tourisme faisait entrer au Mali. Donc c'est vraiment important ce secteur, c'est une méconnaissance, et c'est pourquoi cette année de la culture 2025, il faut profiter au maximum pour faire comprendre réellement le dynamisme économique de ce secteur, et surtout quitter dans le dispositif où l'État et les secteurs privés sont dans le mécanisme de donnez-nous les financements, donnez-nous de l'argent, mais dans un mécanisme plus créatif où d'autres solutions sont proposées, de sorte à ce que le secteur quand même des ICC, des industries culturelles et créatives, et d'autres secteurs qui sont intimement liés puissent faire un sursaut national. Parce que je pense que ce besoin, on peut le dire, quelque chose de malheur est bon. Et le Mali confronté à elle-même depuis les difficultés de 2022, s'est rendu compte qu'il faut un nouveau Mali. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on ne saurait construire un nouveau Mali sans un nouveau Mali d'Incroix.
Justement, je vous invite à voir cette autre infographie pour voir si, à travers ces événements, on peut justement construire un nouveau Mali en parlant des manifestations artistiques et culturelles. D'après les données de la Direction nationale de l'action culturelle, on a recensé entre avril 2022 et juin 2023 265 événements sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que cela traduit, tous ces événements, monsieur Keita? Il y a un caractère ambivalent. Le premier aspect, que ça traduit un peu le dynamisme chez les acteurs culturels, mais il y a également un problème de structuration, parce qu'aujourd'hui, il y a une profusion d'événementiels, et malheureusement, c'est des événementiels qui n'ont pas de contenu, et parfois qui manquent d'ancrage local. Donc il y a un problème de structuration des acteurs à ces niveaux, mais au-delà, nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'événements qui ont une portée nationale et une portée internationale, et c'est des événements qui sont bien structurés et qui participent davantage au développement local. Donc nous avons un certain nombre de festivals. Mais ce que nous allons dire dans le contexte précis, parce que quand on parle du Mali, on pense qu'il y a toujours cette tension sécuritaire, et que juste à la descente de l'aéroport, il y a des calaches qui crépitent. Mais arriver à organiser ce genre d'événement, ça redynamise un peu les villes. Donc pour nous, à notre entendement, c'est un élément assez important. Ce qu'il faut faire rapidement, c'est de pouvoir réglementer un peu ce secteur, pour que nous puissions davantage assister à des événementiels qui sont bien structurés et qui participent activement au développement économique des territoires. Sidi Keita, pour que je comprenne bien, quand vous parlez de réglementer le secteur, vous voulez dire quoi exactement? Peut-être voilà, interdire certains événements qui se ressemblent trop, qui n'ont pas de contenu, pour reprendre votre expression. Exactement, quand je parle de réglementation, l'État naturellement doit pouvoir les réguler. Aujourd'hui, on se lève et tout de suite on devient promoteur d'un festival. Il doit avoir au moins des mesures pour pouvoir encadrer qui peut être promoteur d'un événementiel culturel, qui ne doit pas l'être. Donc il y a des dispositions qui sont en train d'être prises au niveau justement du département en charge de la culture, pour essayer de revoir un peu le cadre de structuration de ces organisateurs d'événementiels, principalement les événementiels culturels. Mohamed Boudia, je vous donne la parole juste après ça. Allez-y, terminez. Allez-y. Voilà, donc, mais au-delà, c'est justement essayer de voir comment nous pouvons déjà saluer, il y a un certain nombre de réseaux d'événementiels qui existent. M. Fousseni en est un des responsables, je pense, du réseau Kourouni. Voilà, donc c'est important que, parce qu'aujourd'hui, quand on voit, pour nous, au niveau du secteur du tourisme, c'est de pouvoir tirer profit de l'organisation de ces événements, en fait. Mais quand on prend l'agenda culturel de notre pays, on se rend compte qu'il y a un événement, il y a au moins 10 à 15 événements qui sont organisés à la même date. Donc ça pose un peu un problème en termes de planification, surtout pour ce qui concerne les organisateurs de voyage. Monsieur Doumbia, je vous donne la parole juste après Monsieur Diakité. Vous êtes, comme cela a été dit, vous êtes un promoteur de festival. Quel est justement votre regard par rapport à tous ces événements qui naissent, qui disparaissent même pour certains du jour au lendemain? Non, ça dénote du manque de formation, en fait. Parce qu'en fait, le secteur de la culture, on a surtout besoin de formation. Il faut que les organisateurs d'abord de festivals comprennent d'abord c'est quoi un festival. Mais c'est un travail qui a déjà été fait. Il suffit juste qu'on décide de le mettre en œuvre, parce qu'on a travaillé sur un document qu'on appelait la labellisation et la classification du secteur de la culture. Ce document traduit clairement et de façon vraiment sans équivoque. Voilà, sans équivoque, c'est quoi exactement un festival. Et dès que ce document sera voté, parce qu'il y a des questions de loi derrière que je ne maîtrise pas, voilà, dès que ce document sera mis en œuvre, je ne pense pas que n'importe qui peut se lever pour dire qu'il est organisateur d'événements, que ce soit un festival, même un simple concert. Il faudra certains critères qu'il faudra respecter. Donc c'est pour ça qu'on est encore une fois content de cette décision, parce qu'on va surfer sur tout ça pour tous mettre à la lumière, faire valider tous ces documents qui sont restés dans le placard, voilà, pour qu'on puisse vraiment avoir un secteur assaini et professionnel, en fait. Mohamed Doumbia, c'est grâce aussi à vous que certains festivals, disons-le clairement, voient le jour, sont financés, accompagnés. Justement, au regard de tout ce qui a été dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous vouliez justement ajouter? Oui, bon, surtout il faut reconnaître ce dynamisme aujourd'hui. C'est forcément lié à la volonté, en fait, des communautés, des populations de valoriser leur identité.
Et ce dynamisme-là, je pense que difficilement on pourra l'arrêter parce que c'est un besoin pressant qui est là à l'humain et ça va aller. Donc nous avons une obligation, nous en tant que secteur privé et autres, et l'État, de jouer pleinement ce rôle qui a été l'une des recommandations du forum, c'est-à-dire l'État jouer son rôle régalien, comme vous venez de dire. Il y a eu plusieurs travaux de lébellisation des festivals, des trucs. Je crois que les premières réflexions ont été faites par les réseaux KIA depuis très longtemps. Ensuite, l'État a repris le truc. Donc, il y a vraiment, c'est en cours, c'est en chemin. Il faut structurer, il faut que l'État joue ce rôle régalien de législation, de structuration. Et nous, secteur culturel privé, de travailler à l'accompagnement, à la professionnalisation en fait, de ces acteurs, de sorte de fait que tout ce dynamisme qui est là, on puisse positiver et le rendre de façon qu'il ait un impact vraiment croissant et positif, et surtout sur l'économie de la culture. Messieurs, parlons un peu de finances, parlons un peu de financement des activités culturelles en regardant cette autre donnée qui va nous permettre de parler du budget national, donc le budget national alloué au secteur de la culture. On parle de 0,37%, mais je sais que les acteurs souhaitent que ce soit, bien sûr, comme tous les acteurs des différents secteurs, que ce soit levé, que ce soit augmenté, au moins, disent-ils, au moins à 1%, Monsieur Diakité. Ce budget, ce n'est pas vraiment le budget de la culture, en fait. C'est plutôt le budget pour le fonctionnement de l'administration culturelle. Parce que quand on dit qu'on met un budget pour la culture, ça veut dire que les privés sont financés. Et jusqu'à preuve de contraire, l'État malien n'a pas encore mis en place un mécanisme, justement, qui permet de financer. On se rabat toujours sur les fonds privés, alhamdoulilah, qu'ils existent, qu'ils existent en fait. Mais c'est à travers toutes ces études qu'on a faites en fait, si ces documents sont vraiment donnés acquis de droit, même nos financiers, le ministre des Finances va avoir un déclic en fait de pouvoir augmenter ce budget derrière lequel tous les ministres qui viennent de la culture se battent en fait. Mais ça a été aussi l'un des objectifs des États généraux et où il y a eu des recommandations. Il y avait carrément une commission finance, je crois, non, finance sur ça. Nous, on ne va pas se limiter pour demander à l'État de nous donner de l'argent. On a trouvé les mécanismes, comme il a dit, innovants, pour dire à l'État, voilà ce que nous-mêmes on peut apporter et voilà comment on peut vous aider à financer ce secteur. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on n'est pas des acteurs privés, on est des indépendants. Parce que tous ceux qui travaillent avec la culture c'est une action du public. Tous les pays développés, c'est le public qui finance justement cette culture-là. Il faut juste qu'on les explique. Encore une fois, on va former même nos ministres, du ministre de la Défense jusqu'à la pêche, les former sur cette bien fondée de prendre en compte notre culture en fait. Monsieur Sidi Keita, je sais qu'à un moment on parlait d'augmenter le budget du tourisme et du cinéma au moins à 5%, c'était il y a une dizaine d'années je crois. Aujourd'hui on en est très loin, mais justement en parlant de ce secteur touristique, comment se porte-t-il aujourd'hui? Nous sommes dans une phase de redressement. Comme vous le savez, le secteur du tourisme souffre de la situation même du pays, caractérisée par des tensions sécuritaires par endroits. Et cette situation entraîne de facto la désaffection de la destination Mali par la clientèle internationale. Donc aujourd'hui, nous avons des milliers d'emplois qui ont été supprimés. Nous avons aussi toujours une industrie hôtelière à la traîne parce que les clients ne sont pas là. Et malheureusement aussi, ce qui devrait peut-être être une bouffée d'oxygène ne tarde à se mettre en place. Il s'agit un peu de la clientèle nationale. Donc il y a un travail d'information, il y a un travail de structuration qu'il faut faire pour que cette activité puisse véritablement se renforcer davantage et contribuer hautement au déclic au fait. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons un secteur qui est toujours sinistré, malheureusement. Donc, mais je pense que actuellement, la dynamique voudrait que nous puissions aller au-delà et travailler sur la relance du tourisme malien, mais qui va devoir être articulée sur deux aspects. Un premier aspect sur la clientèle nationale, mais également le second aspect sur le retour de la clientèle internationale. Alors, une année dédiée à la culture, une année où vous, les acteurs culturels, vous serez mis en avant, j'ai envie de dire, alors que notre tourisme souffre, comme vous venez de le dire, est-ce que, parce que, arrêtez-moi si je me trompe, mais le tourisme regroupe tout ce qu'on a pu dire, tout ce qui peut se faire autour, les festivals, la musique, la danse, l'artisanat. Finalement, qu'est-ce que
cette année va changer, là, cette décision va changer au regard de ce que vous venez de nous dire comme... Quand vous prenez le tourisme malien, il est essentiellement culturel, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et plus notre culture se développe, plus notre culture devient attrayante, cela va susciter l'envie d'aller la découvrir. Donc aujourd'hui, je pense que nous pouvons espérer sur les retombées de cette année, parce qu'il est question de mettre en place un certain nombre d'initiatives. Et ces initiatives concourent un peu au développement de ces différentes localités. Parce que par exemple, quand on prend Djéné, quand on prend un certain nombre de localités, il est question d'aller vers des mesures de sauvegarde du patrimoine culturel de notre pays à travers la modélisation de ces différents bâtis en 3D qui va également favoriser les visites virtuelles. Donc ça, c'est un élément assez important. Et l'autre aspect, c'est d'aller vers la mise en tourisme d'un certain nombre de localités. Vous savez que le Mali, c'est un territoire vaste. Nous avons plusieurs aires culturelles. Et le fait que déjà l'on puisse songer à valoriser les patrimoines culturels au niveau de ces différentes localités, cela va naturellement encourager la découverte de ces différentes localités par la clientèle nationale. Et ce qui est important pour nous au terme de cette année, c'est de pouvoir repenser l'offre culturelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a notre identité, il y a une perte de valeur, alors que le positionnement du Mali s'appuie sur son patrimoine culturel. Et si ce patrimoine culturel n'est pas valorisé à hauteur de souhait, cela nous affaiblit sur le marché international du tourisme. Donc aujourd'hui, je pense qu'à la faveur de cette année, avec les différentes initiatives qui vont se mettre en place, cela va davantage consolider le positionnement du Mali sur le marché international. Et l'autre aspect, comme je le disais tantôt, c'est de travailler un peu sur la portion du tourisme interne, tourisme domestique. La revalorisation de l'identité culturelle, c'est juste quelque chose qui intéresse tout le monde, parce qu'en réalité, on apprend un peu plus à aimer notre pays, on apprend à épouser notre identité, et c'est un élément assez important pour pouvoir au moins essayer de déclencher un flux additionnel vers ces différentes localités. Donc pour nous, c'est d'avoir un peu une situation beaucoup plus réduisante que cela n'a été par le passé, parce qu'aujourd'hui c'est assez important. Et année 2025, année de la culture, doit pouvoir nous ouvrir de nouvelles perspectives en termes de développement de notre tourisme. Mohamed Doumbia, tout à l'heure, Fousseni Diakité disait clairement que le budget actuel ne profite pas vraiment au secteur privé. Vous accompagnez justement ces acteurs du secteur privé en leur octroyant des fonds qui, j'imagine, sont nécessaires au développement de leurs activités. On va voir cette infographie et je vous laisse juste réagir. Vous avez accompagné, 20 candidatures ont été retenues en 2024, si je ne me trompe pas, lorsque vous avez fait un appel à candidature dont le montant maximum était de 3 millions. Alors pour revenir, effectivement, en fait, les 1% réclamés par le secteur culturel, c'est vraiment pas, c'est légitime, parce qu'aujourd'hui, c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine, voilà, qui a demandé aux États, qui a fait de sorte que les États s'engagent à financer, à faire de sorte que le secteur de la culture représente au moins 1% du budget national. Donc c'est vraiment, je lance un appel aux autorités, à tous ceux qui veulent vraiment de faire de sorte qu'on puisse réellement transposer cela dans notre pays. Alors nous lançons plusieurs appels dans l'année. Ça c'est les fonds, on a des fonds de structuration, des fonds pour la création et la production, on a des fonds de garantie, on a des fonds aussi pour le prêt. Parce on a des mécanismes innovants comme ça qui font de sorte que nous avons accompagné à peu près sur une soixantaine de projets. Ça fait partie de l'un des appels. Et on a un dernier qui vient d'être fini, bouclé en décembre, dont nous devons financer au moins une centaine à peu près. Donc sur le budget. Donc voilà un peu comment nous fonctionnons. Et elles sont différentes, les cagnottes. Et ces fonds de garantie et de prêt sont des mécanismes innovants qui permettent de jouer un rôle, et peut-être souvent que les entreprises culturelles
comme d'autres entreprises naturelles, sont tentées d'aller vers une banque pour demander une avance de démarrage des choses. Donc notre mécanisme à l'interne sert un peu à ça, par rapport au fonds de garantie et aux prêts, qui permettent de financer, mais vraiment sans intérêt. Sans intérêt, et la garantie se fait souvent, la plupart du temps, par ce que l'acteur culturel lui-même peut apporter. Ça peut être une œuvre d'art plastique, ça peut être d'autres biens, donc de sorte que ça crée de la facilité, de l'innovation. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Et vraiment, nous sommes dans plusieurs, le fonds en tant que tel, on a plusieurs mécanismes en place qui permettent d'accompagner le secteur. Et nous, l'idéal, c'est de pouvoir transposer ça davantage, même sur le continent africain. Alors là, on a des mécanismes innovants pareils. Celui dont je parlais tout à l'heure, c'était un fonds de structuration, c'est bien cela? C'est bien ça. Le montant maximum, c'était de 3 millions. Vous savez, il y a des organisations, par exemple débutantes ou autres, qui, on demande aux acteurs culturels, comme on vient de le dire, on dit qu'il y a une faiblesse de structuration. Elle est répétée à tous les niveaux. Alors, il y a des besoins, je prends l'exemple tout bête d'un jeune qui veut se lancer dans le secteur, qui doit produire un peu de cinéma ou autre, qui a besoin d'une caméra spécifique, il n'a pas vraiment les moyens de départ pour réellement se mettre cela à disposition. Ce genre de fonds de structuration peut permettre d'aider. Ça peut permettre de former aussi l'équipe, une organisation qui a un peu commencé à travailler, qui commence à mettre une équipe en place, qui ont besoin de l'accompagnement d'un professionnel ou autre. Donc ce fonds peut servir vraiment à tout cela, à mettre cela de sorte qu'il puisse vraiment, et ça peut servir aussi à vraiment faire un peu d'investissement au sein de l'organisation culturelle. Monsieur Keïta, monsieur exactement. J'aimerais juste ajouter qu'en réalité, pour l'année 2021, en réalité, ce n'est pas... certes, c'est un démarrage, mais toutes les ambitions affichées par le secteur privé et même l'État, ces ambitions ne peuvent pas être réalisées en un an. Donc, c'est juste le début d'un cycle qui commence. Et on espère que dans quelques années, on aura les résultats sur le terrain. Moi, je voudrais plutôt revenir sur ce que Sidi disait là, si vous me permettez, sur le tourisme et tout ça. Parce que même dans les états généraux, j'ai remarqué que c'est ce qui manquait. On a travaillé souvent, on oublie souvent la situation actuelle de notre pays en fait. Voilà. Et moi, je ne pense pas que la paix, c'est forcément l'absence de conflit. On ne peut pas vraiment arrêter d'avancer et de travailler parce qu'il y a la guerre. Il y a beaucoup d'outils maintenant, des outils innovants qu'on appelle les technologies émergentes, justement, qui peuvent aider vraiment ce secteur-là. Les pays qui l'ont compris, ils ont mis, par exemple, le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie numérique ensemble. Parce que si ces deux sont mis ensemble, ça devient un effet booster, en fait. Les technologies émergentes vont permettre à la fois de résoudre des problèmes sur le plan touristique et même sur le plan de financement de la culture. Donc encore une fois, ça nous fait revenir à cette question de formation et de structuration, comme on est sur ce sujet-là, justement des organisations culturelles qui existent dans notre pays. Messieurs, on va marquer une courte pause, on va se retrouver dans une poignée de secondes. On va bien entendu évoquer les recommandations des États généraux de la culture. Vous allez nous donner vos pistes de solutions pour rendre notre culture beaucoup plus dynamique et qu'elle profite donc à nos jeunes du point de vue social et bien entendu économique. À tout à l'heure. Bonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je rappelle que je suis toujours en compagnie de nos 3 spécialistes pour évoquer notre thème culture, comment en faire un instrument de développement. Merci messieurs d'être restés sur ce plateau. Je vous invite messieurs à regarder ce cas d'école qui va nous permettre d'évoquer un secteur que vous connaissez assez bien, Fousseni Diakité, puisque c'est un secteur dans lequel vous évoluez, un secteur qui profite assez bien à un géant d'Afrique. Au Nigeria, plus de 2500 films sont produits par an, ce qui en fait la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde après Hollywood aux États-Unis et avant Bollywood en Inde. Cette industrie rapporte plus de 365 milliards de francs CFA par an et emploie plus d'1 million de personnes dans le pays selon le Nairametrics. Après le secteur agricole, Nollywood est tout simplement le deuxième plus grand employeur au Nigeria. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le célèbre formateur nigérien en photographie et en cinéma Leke Alabi Issama, 2 grandes périodes ont particulièrement marqué l'émergence de Nollywood. Il s'agit de l'ère du boom de la vidéo amateur qui correspond aux années 90
et l'ère du nouveau cinéma nigérian à partir de 2002-2003. Leke Alabi explique que le cinéma nigérian doit son évolution à Kenneth Neboué qui, en 1992, lorsqu'il a écrit son film intitulé Living in Bondage, au lieu de suivre le processus normal qui consiste à présenter le film en avant-première au cinéma, puis une fois le film terminé, à le distribuer sur VHS, Kenneth l'a enregistré directement sur VHS et a lancé l'ère du boom de la vidéo à domicile. Raconte Leke Alabi Issama qui ajoute que c'est à partir de ce moment et pendant la décennie qui a suivi que des milliers de films ont commencé à être produits de la même manière. C'est-à-dire qu'ils étaient directement enregistrés sur VHS et ne passaient plus par les salles de cinéma. Ce qui, dès cette période, a favorisé le succès de ces films est le fait qu'ils se penchaient généralement sur des questions sociales et culturelles, ce qui signifiait souvent que l'histoire était plus importante que la qualité de la production, à en croire les spécialistes. L'ère du nouveau cinéma, qui correspond à la fin du régime militaire au retour à la démocratie en 1999, a également dynamisé le secteur, car cela a facilité le retour des compétences et l'investissement. Mais le cinéma au Nigeria a véritablement basculé de la cour des grands en 2013 grâce au film Half et Yellow Sun. Le succès a été immédiat. Avant cette période, jamais un film du Nigeria n'avait rapporté autant au box-office ni reçu autant d'éloges de la part de la critique. Cette production a propulsé l'ensemble de l'industrie cinématographique nigériane sur le devant de la scène mondiale. Les cinéastes nigériens sont unanimes. Après ce film, les choses n'ont fait que s'améliorer, en particulier pour les nouvelles générations. D'ailleurs, c'est à partir de cette période que l'industrie cinématographique nigériane a été baptisée Nollywood. Faire réagir juste après cette infographie que je vous invite à regarder pour peut-être se remémorer un certain nombre de choses sur la contribution du cinéma nigérien à l'économie, un cinéma qui parle beaucoup plus de la culture nigériane. On parle de plus de 365 milliards de francs CFA par an, donc la contribution de l'industrie du cinéma dans l'économie nigériane. On parle de plus de 2500 films par an et plus de 1 million d'emplois qui sont générés à travers l'industrie du cinéma. Et je le disais tout à l'heure, c'est la culture du Nigeria qui est valorisée à travers le 7e art. Merci. Je ne suis pas un spécialiste. On va donner la parole tout à l'heure spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tant que communicant, en tant qu'acteur du secteur du tourisme, le seul aspect qu'on retient, c'est que le cinéma, c'est le meilleur vecteur de pénétration sur le marché. Je m'explique parce que déjà, qui n'a pas admiré visiter ces pays-là à force d'avoir été suffisamment exposé au film qui raconte qui raconte un peu l'histoire, le mode de vie. Donc pour nous aujourd'hui c'est important, et si nous avons davantage les projecteurs braqués sur le Mali, si nous avons davantage des films maliens qui sont véritablement diffusés ailleurs, cela va véritablement améliorer la connaissance ou la découverte de la culture malienne dans ces différents pays. Donc c'est assez important parce que le Mali se fait connaître à travers sa culture, parce que nous pensons aussi que le cinéma véhicule un peu notre quotidien, notre identité, notre patrimoine. Un premier élément. Le deuxième élément, c'est un peu du point de vue échange commerciaux. Vous savez que quand on commence à produire un film, il y a un certain nombre d'éléments, il y a l'habillement, il y a le patrimoine, il y a beaucoup en réalité de choses qui rentrent un peu à ligne de compte. Donc très généralement la décoration. Et ces choses-là en réalité c'est une forme d'exportation, parce que les sujets qui sont exposés à ces images vont essayer d'en savoir davantage et au finish vont essayer d'épouser un peu ces modes de vie-là. Donc ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on prend, parce que nous sommes dans une situation où on a une surexposition de Maliens à certains contenus qui ne sont pas forcément du Mali, et ce qui fait que même nos accoutrements, nos habillements, on les taille sur la base de ce qu'on a regardé un peu dans ces films-là. Donc on pense que progressivement, le fait de pouvoir réussir à redynamiser notre cinéma,
cela va véritablement offrir une opportunité pour à la fois le secteur de l'artisanat, pour le secteur de la culture, mais également pour le secteur du tourisme. Aujourd'hui, on connaît les villes aux États-Unis, en France, ailleurs, et pour certains, on n'est même pas, on n'est jamais sorti du Mali. Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a un message qui est véhiculé à travers le cinéma. C'est un secteur que vous accompagnez. Merci. Alors, nous, on accompagne globalement tous les secteurs, l'ensemble du secteur créatif et culturel. Donc, particulièrement par rapport au cinéma. Alors, vous savez, le cinéma, il coûte cher. Et il faut y mettre les moyens. Alors nous avons travaillé sur des programmes, en fait, des appels très généralement, on a complété des finitions de films, aussi à la production de certains nombres de films. Et je serais très heureux de féliciter Fousseni Maïga, dont le film Fato vient d'être retenu, sous financement de l'ACF. Et fonds moyens. Donc ça c'est retenu au FESPACO 2025. Dans la compétition des documentaires. FESPACO 2025 où on aura pour la première fois, je passe sous votre contrôle, Monsieur Diakité, 11 films maliens, dont 2 qui vont concourir pour les Talons d'Or. Donc voilà un peu ce que nous faisons et nous à l'interne nous sommes en train de travailler avec d'autres partenaires sur le continent parce que nous approchons vraiment de grandes organisations telles qu'Afrexim Bank qui investit beaucoup dans les ICC notamment et voir de sorte comment nous pouvons travailler à la mise en place d'un financement de fonds surtout pour la zone francophone pour le moment. Donc nous y travaillons et nous continuons à progresser dans nos initiatives et donc ça c'est vraiment par rapport au cinéma. Et pour revenir par rapport au cas spécifique du Mali sur le compte, alors vous savez notre pays est immensement riche. Patrimonial culturel est immensement riche, comme on le dit toujours, il y a une culture millénaire. Et quand j'ai entendu le groupe de cinéma audiovisuel parler de Maliwood, ça fait rêver, nous devons rêver, parce que nous avons le jugement nécessaire pour nous permettre ce rêve. Et donc c'est pourquoi Culture Mali 2025 est une opportunité urbaine de faire de sorte que ces rêves puissent prendre corps et devenir des réalités. Et donc je pense que le cinéma apporte beaucoup. Je ne vais pas revenir dessus en termes de véhiculation de tout ce qui est patrimoine, vie, identité culturelle. Donc c'est vraiment énorme. Et je pense que permettons-nous ce rêve pour un Mali épanoui. Allons-y, rêvons. Et vous avez parlé d'apport. Je reviens sur les données que je vous livrais tout à l'heure. Pas moins de 1 million d'emplois créés au Nigeria. Plus de 2500 films produits par le Nigeria. C'est plus que tout ce qui se fait sur le continent. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, quand on regarde les données, 365 milliards de francs CFA par an. On a 360 combien de jours encore, rappelez-moi, monsieur Nidiakité. Le même nombre de jours en milliards. Donc, c'est pour dire simplement que au-delà de l'aspect culturel, au-delà de l'aspect cinématographique, c'est d'abord un véritable business où on contribue à booster les autres secteurs de la vie. Oui, mais je ne suis pas d'accord quand vous dites au-delà de l'aspect culturel. Parce qu'en fait, le nom même de votre émission, quand vous regardez, comment est-ce que la culture peut apporter un instrument de développement. Il y a 3 grands aspects en fait. Il y a d'abord le patrimoine. Le patrimoine, la valorisation et la mise en valeur du patrimoine permet de faire quoi d'abord? De créer l'identité. Voilà. Avant de devenir quoi que ce soit, il faut que vous ayez d'abord votre identité, parce que je le dis toujours, je vais le répéter, c'est une question d'ADN, la question culturelle. Ensuite, le deuxième aspect, c'est les industries culturelles. Et dans les industries culturelles, on parle de production, de distribution et de consommation de la culture. Le troisième aspect maintenant, ça c'est le dialogue interculturel, c'est ce que lui disait. Le cinéma peut permettre justement de créer ce dialogue-là entre le Mali, si on arrive à faire notre Mandéwood ou bien le Maliwood, justement ce dialogue-là entre les Maliens et les autres d'autres continents. Tous les pays qui ont compris que la culture peut apporter quelque chose dans le développement, ils se sont penchés plus vers le cinéma. Pourquoi le cinéma? Parce que c'est le cinéma qui regroupe pratiquement toutes les disciplines artistiques en fait. Cependant, dire que le Mali est au FESPACO avec 11 films, c'est bien. On va faire comme le Nigeria, comme ils l'ont dit d'ailleurs dans votre reportage tout à l'heure. Au début, ils sont allés d'abord, pas sur la qualité, mais d'abord l'histoire, juste pour que la chose puisse exister. Je pense que le Mali, on doit aller au-delà de tout ça, parce qu'on a eu des hommes de cinéma, des hommes de qualité, des grands hommes cinéastes dans notre pays. Il n'y a pas de raison que le Mali qu'on régresse.
Voilà, il faut que les films qui sont présentés au FESPACO, que ce soit vraiment des films dignes de ce nom. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas présenter des films de qualité. Les cinémas coûtent cher, c'est vrai, comme il l'a dit, mais avec les technologies émergentes maintenant, on peut réaliser des grands films avec un téléphone. On ne va pas faire de publicité pour un téléphone au jour d'aujourd'hui, mais il y a des films qui passent dans les grandes salles de cinéma, et à notre référence qui est Hollywood, qui ont été réalisés intégralement avec des téléphones. On a juste besoin de formation. Formation, accompagnement, voilà, je vous invite justement à regarder ce point de vue qui partage tout ce qui a été dit à l'instant. C'est un point de vue de l'ancien ministre de la Culture, Cheikh Oumar Sissoko. Il faut que l'on considère que la culture est un facteur de développement économique et social. Et qui peut générer des ressources énormes, extraordinaires. 2008, au Nigeria, le cinéma Nollywood, 350 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Ça, c'était en 2008. Et le gouvernement nigérian reconnaît 1 million d'emplois. C'est la deuxième économie après l'économie du pétrole. Sans compter ce que ça apporte. La culture nigériane est en train de s'imposer à l'Afrique avec la diffusion des films qui nous parlent de leur culture, de leur façon de faire, de leur savoir-faire. J'avais essayé, moi, de mon temps, de créer une agence pour la promotion des industries culturelles et une agence pour le développement et la promotion du tourisme à travers la protection du patrimoine. Parce que il n'y a de tourisme que de culture. La référence culturelle est importante dans le tourisme, à cause des sites. Ça n'a pas marché. On n'y a pas cru. J'avais même commencé à développer cette activité-là avec les petits moyens que j'avais. Et nous sommes arrivés à professionnaliser 30 techniciens son et lumière, 30 illustrateurs et gestionnaires de la culture. On a travaillé à ouvrir des espaces culturels dans toutes les capitales régionales. Aujourd'hui, à mon avis, il faut ces deux agences. Monsieur, on parlait de développer la culture, de faire du, qu'est-ce que vous disiez, du Nollywood à la malienne. Mais monsieur, je vous invite à voir cette infographie qui va nous permettre de comprendre que c'est un chantier quand même qui s'annonce assez difficile. On a parlé du fonds d'appui à l'industrie cinématographique qui a été créé en mars 2018. Il devait y avoir une dotation initiale de 6 milliards de francs CFA jusqu'au moment où on parle, où on tourne cette émission. D'après les informations que nous avons obtenues des acteurs, le bureau a été mis en place, mais 0 fonds n'a été versé jusque-là, messieurs. On parle d'année culturelle, on parle de faire de la culture un vecteur. C'est peut-être l'année ou jamais pour doter ce fonds-là, monsieur Diakité. Oui, c'était le centre de notre débat lors des États généraux justement. Et je pense que le directeur du fonds, s'il m'écoute, il n'a pas pu placer un mot finalement. Mais je crois que cette histoire de fonds, c'est parti d'une bonne volonté déjà. Et comme je l'ai dit dans mon groupe de travail, moi je considère déjà que c'est un acquis. Un acquis que le gouvernement décide de mettre un fonds en place. Maintenant, alimenter le fonds, c'est un autre combat maintenant. Et je pense que jusqu'à présent, ce qui coince, c'est simplement des questions législatives que je ne maîtrise pas forcément. Et il faut juste que le ministère des Finances accepte de venir travailler avec le ministère de la Culture pour qu'il puisse trouver justement les mécanismes à mettre en place pour financer ce fonds-là. Parce qu'on a même dit dans notre groupe de travail, et on a trouvé aussi des idées innovantes justement en financement. Comment est-ce qu'on peut aider justement le gouvernement à trouver des pistes pour pouvoir alimenter ce fonds-là.
On parle justement de taxer peut-être certains produits et de reverser. Bon, en général, c'est comme ça qu'on finance plusieurs secteurs et tout ça. C'est une bonne idée. Le Sénégal a franchi le pas. Le Sénégal, l'État sénégalais verse pour le secteur cinématographique 2 milliards par an. On suit de plus en plus de films, des séries sénégalaises. Le Burkina Faso, on n'en parle plus. Le Burkina Faso, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, la preuve avec le FESPACO, qui est une référence continentale et j'allais même dire mondiale, où il y a un travail qui est fait au niveau du cinéma. Nous, pourquoi on n'y arrive pas, monsieur? C'est juste une question de fond, Mohamed Doumbia. Je vais continuer. Oui. Pardon. Continue. Ah, okay. Moi, je pense tu fais bien de poser cette question parce qu'elle est très intéressante. Tu as cité des pays, le Sénégal, le Burkina, qui, effectivement, ont pu jouer sur un certain nombre de dispositifs qui ont été lancés dans, par exemple, la zone UEMOA, par exemple, le dispositif relatif à la rémunération de la copie privée, qui fait référence au droit d'auteur, qui est un véritable mécanisme de financement et de mobilisation de ressources et pour les artistes et aussi pour le financement des EICC, en fait, les entreprises et industries culturelles et créatives. Sauf erreur de ma part, nous aussi, on a adhéré au droit. Aujourd'hui, on a un bureau, le bureau malien de droit d'auteur. On a signé toutes ces conventions. Bien sûr, oui, c'est signé, mais parce qu'elles ne sont pas. C'est pourquoi je parle de transposition de ces directives dans les lois, la législation malienne. Donc c'est pourquoi le Burkina l'a fait. C'est pourquoi aujourd'hui le Burkina rémunère mieux ses artistes. Elle arrive à investir dans le secteur culturel. Le Sénégal, c'est pareil. Il y a plusieurs fonds. Et il y a des fonds innovants comme le fonds à la culture urbaine. Tu retrouves comme le fonds par rapport à la diffusion aux événements. Il y a les jumelages même de fonds avec la Côte d'Ivoire, Sénégal qui se sont réunis pour... Bien sûr, mais tous ceux-ci ont pu transposer par exemple cette directive aujourd'hui qui encore traîne au Mali. Et je pense que c'est pourquoi j'ai dit on a vraiment un boulevard devant nous de surtout être le plus focus possible, de tirer les éléments les plus importants qui peuvent donner un coup de dynamisme au secteur. Alors il ne s'agit pas de demander tout, mais il s'agit de demander des éléments importants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette directive permet la mobilisation de plusieurs milliards qu'on peut l'imaginer par rapport au secteur culturel. Donc c'est important que nous y travaillons, main dans la main, secteur privé et État, pour parvenir vraiment à mettre tout cela en place et accompagner ce secteur. Sidi Keita, année, je ne vais pas me lasser de répéter, on parle d'une année dédiée à la culture. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Au-delà de l'aspect politique, de cette décision politique, les états généraux qui ont été lancés, des recommandations qui ont été prises, qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement? Ce qui est important, c'est déjà les recommandations. Et vous n'êtes pas sans savoir que déjà, à peine les rideaux sont tombés sur l'événement, il y a eu un comité de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Justement, pardon de vous couper 2 secondes, est-ce que vous pouvez brièvement revenir sur les principales recommandations issues de ces assises? On parle par exemple, j'ai entendu, puisqu'on parlait tout à l'heure de cinéma, de mettre en place un média qui sera dédié, une télévision ou une radio, les deux qui seront dédiés à la culture malienne, la culture locale par exemple. Je sais qu'il y a plein d'idées comme ça qui ont émergé. Oui, bon, je ne saurais résumer tout de suite à l'ensemble des recommandations, mais ce que je peux vous dire, qu'il y a eu des recommandations très fortes. Vous avez parlé tout à l'heure de la mise en place d'un Maliwood, avec une forme d'infrastructuration du cinéma qui permettra, comme Fouzeni l'a évoqué, de pouvoir travailler et valoriser davantage le patrimoine culturel de notre pays. Mais il y a également d'autres aspects liés au financement, donc à travers des initiatives innovantes pour davantage apporter un appui au secteur privé, mais également pour davantage mettre en place des programmes de régulation, des programmes d'encadrement pouvant permettre une évolution saine de ces activités culturelles à l'échelle nationale. Ce qui est aussi important dans le domaine du tourisme, il faut le signaler, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été formulées. C'est de pouvoir toujours s'appuyer sur la culture et travailler à la réduction de la dépendance du tourisme malien au flux du tourisme récepteur. Donc dans le domaine de l'artisanat, il est question aussi de travailler sur la valorisation du patrimoine
culturelle, mais aussi voir comment on peut davantage inciter, encourager les Maliens à aller vers le consommer malien. Donc ça, c'est autant de recommandations qui ont été formulées pendant ces assises. Comme je le disais, je ne serai tout de suite pas en mesure de les résumer, mais de façon substantielle, c'est un peu vers la valorisation du patrimoine culturel de notre pays et qui puisse davantage donner un souffle nouveau au secteur du tourisme ou au secteur de la culture et de l'artisanat plutôt. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous donner l'occasion de dire le mot de la fin. Monsieur Mohamed Doumbia, aujourd'hui vous accompagnez plusieurs acteurs du secteur, vous mettez des fonds à leur disposition. Quelles sont justement vos perspectives 2025? Vous parliez tout à l'heure d'un fonds, d'un appel à candidature, si je ne me trompe pas, qui sera lancé courant 2025, c'est bien cela? On a bouclé un appel tout dernièrement en fin 2024. Mais nous prévoyons 5 appels à projets cette année sur nos deux programmes, le programme national et le programme continental surtout. Alors nous serons plus à l'aise aujourd'hui à travailler davantage sur notre programme national parce qu'il y a une des résolutions très importante que moi j'aimerais rappeler et qui va nous aider surtout à travailler avec le secteur culturel. C'est surtout le Conseil supérieur des arts et de la culture qui a été indiqué dans les recommandations, qui va être une structure et une institution quand même par rapport au secteur culturel. Donc il va faire de sorte de structurer les acteurs même du secteur culturel parce que nous avons ce problème et qui vont parler avec une force vif. Et je crois que le fait de pouvoir mettre ces structures peut faciliter la mobilisation de ressources pour nous au niveau du secteur privé et au niveau continental pour vraiment accompagner aussi cette institution. Donc je pense qu'elle serait la bienvenue et on ne peut que vraiment féliciter et remercier les autorités nationales et notamment le président de la transition, le président de la République, pour avoir décrété cette année 2025 année de la culture, et bien évidemment le ministère de la Culture, à travers son ministre de la Culture, pour tout ce dynamisme qu'ils font, de sorte que la culture malienne brille aujourd'hui comme l'or pour le Mali ou comme le lithium. Merci. Sidi Keita, vous l'avez dit, des nouvelles initiatives ont vu le jour aussi au niveau du secteur touristique pour peut-être relancer un tout petit peu. Je pense aux activités que vous menez pendant les vacances. Bon, City Tour, c'est un programme de visite touristique à l'intention du grand public. C'est justement, ça participe un peu à cette ambition qui a été affichée depuis un certain temps. C'est de travailler sur un peu la clientèle nationale, comment amener les Maliens à visiter leur pays, comment les amener à découvrir. Maintenant, pour les perspectives pour l'année 2025, s'annoncent plutôt bonnes parce qu'il est question ici de travailler sur le segment de la diaspora, comment travailler sur des contenus beaucoup plus attractifs qui puissent permettre à d'autres Maliens qui ne résident pas au Mali, mais une fois pendant leurs vacances au Mali, de pouvoir tirer profit et de pouvoir peut-être juste visiter les sites touristiques de notre pays. Et ce qui crée véritablement beaucoup plus de dynamisme pour l'économie locale parce qu'il y a des questions liées à l'hébergement, il y a des questions liées à la restauration, il y a des questions liées au transport qui vont davantage profiter à l'ensemble des acteurs intervenants dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, c'est une bonne perspective. Et je pense aussi que ça faisait partie des recommandations des États généraux. Le numérique et la culture font plutôt bon ménage. Justement, au groupe Walaha, on a lancé un programme qu'on a appelé Marketing Territorial Mali, qui va s'appeler Ankasso bientôt. On travaille justement avec Mali Tourisme justement sur ce volet-là. Et le numérique joue beaucoup de rôle dedans. Et pour la fin d'année, je pense qu'on a publié une carte de vœux pour remercier les 19 et quelques millions de personnes qu'on a touchées. C'est à travers le numérique en fait. Donc si depuis ton téléphone portable tu peux toucher 20 millions de personnes, il suffit de mettre l'intelligence derrière pour pouvoir créer une économie justement avec. Et ce programme, ce n'est pas simplement un programme touristique ou culturel, c'est carrément un programme de développement communautaire. On est juste parti d'un constat que les citoyens peuvent manquer de confiance à leurs dirigeants, mais on reste toujours rattaché à notre territoire. Il suffit de raviver en eux cet amour-là pour leur territoire
Et avec ça, maintenant, on peut les inciter à travailler pour leur territoire. Et même ceux qui sont en dehors de leur pays, la diaspora, de revenir pour ces investissements-là. Et encore en parlant de numérique, le groupe Walaha avec notre festival Agna. Et cette année, on va plus mettre l'accent sur la nuit des Nyana, qui est justement une cérémonie qui célèbre justement l'excellence du cinéma au Mali et en Afrique en fait. On est en partenariat avec tous les autres acteurs culturels parce qu'à Walaha, on a peur de travailler seul. Voilà. On travaille à la fois avec les acteurs privés et avec le gouvernement justement. Moi également, j'ai peur de faire cette émission seul. Merci messieurs d'être passés sur le plateau d'Entreprendre, de nous parler de culture, parler de notre thème culture, comment en faire un instrument de développement. Merci chers téléspectateurs de nous suivre sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook. Merci surtout messieurs d'être venus sur ce plateau. Je rappelle que j'ai eu sur ce plateau monsieur Sidi Keita, directeur général de Mali Tourisme. J'ai eu également le plaisir de recevoir monsieur Mohamed Doumbia, directeur exécutif du Fonds africain pour la culture. Notre invité principal est monsieur Fousseini Diakité. Merci monsieur Diakité. Vous êtes entrepreneur culturel et social, président du groupe Walaha. Merci chers téléspectateurs une fois de plus et à bientôt sur TMA.